Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, c'est une surprise pour moi de me trouver ici, vu que le présentateur devait être François Katseflis et qu'il n'est toujours pas là. Donc, je le remplace au pied levé pour vous présenter notre conférencier du soir. Donc, Pierre-Olivier Antoine, est professeur de paléontologie à l'Université de Montpellier. Et paléontologie, il travaille sur des fossiles, des gros fossiles. Il a commencé ses recherches sur les rhinocéros et depuis il est devenu un spécialiste mondial des rhinocéros. On est très peu nombreux, hein. C'est facile d'être spécialiste. Et depuis qu'il est rentré comme enseignant-chercheur à l'université, d'abord à Toulouse, il s'est intéressé à la paléontologie de l'Amérique du Sud. Il a accompagné ses collègues géologues de Toulouse, puis, une fois arrivé à Montpellier comme professeur, il a développé ses programmes de recherche et il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, voilà, je lui laisse la parole parce que là, je suis un peu courte. Merci Monique. Alors, vous avez remarqué que j'ai un appareil, je vais pas chanter, normalement. À moins que l'enthousiasme ne m'y engage. Je ne vais pas non plus rester assis parce que c'est très difficile pour moi de rester assis. Je suis un peu hyperactif. Voilà. Donc, merci Monique pour cette présentation extrêmement courte, mais de la meilleure qualité qui soit. François doit être sur le terrain, j'imagine, en train de piéger des mammifères, que ce soit en Camargue ou en Amazonie, on ne sait pas. Bon, eh bien, je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir pour diverses raisons. La première étant que l'Agora des Savoirs me tient à cœur, notamment pour avoir à plusieurs reprises présenté les orateurs et oratrices du soir. Et parce que la programmation est vraiment de qualité, parce que le conseil scientifique fait un excellent travail. Ouais, j'en ai fini pour la minute de démagogie. C'est vraiment très bien, c'est une initiative qui mérite d'exister, de perdurer et de se développer à Montpellier comme ailleurs. Donc ce soir, comme Monique vous le disait, je vais parler d'Amazonie et je vais parler de paléontologie en Amazonie, de ce que Conan Doyle aurait pu appeler les mondes perdus d'Amazonie. Alors si on fait un diagramme, un petit diagramme ou un nuage de mots-clés sur l'Amazonie, un nuage de mots-clés tiré essentiellement de données Mediapart. Alors effectivement c'est un peu partisan. Vous pouvez regarder quels sont les mots qui sortent en premier. Alors effectivement Amazonie sort en premier, c'est normal. Vous avez également pollution, déforestation, exploitation pétrolière, gringo, cocaïne. Et puis en tout petit, tribu. Vous avez biodiversité, quand même, et changement climatique. Alors effectivement, l'Amazonie, c'est un monde dans le monde, c'est un univers très particulier, et il y a de cela 14 ans maintenant, j'ai commencé à y travailler. D'autres y avaient travaillé bien évidemment bien avant, et effectivement, nos recherches portent sur l'évolution et la dynamique de la biodiversité en Amazonie. Pas nécessairement sur la prostitution ni sur la cocaïne, évidemment. Alors, évidemment, pour replacer l'Amazonie dans un contexte géographique, tout le monde, j'imagine, sait que l'Amazonie est en Amérique du Sud et que l'Amérique du Sud, sur laquelle cette image est centrée, est composée principalement de 3 entités. L'Amazonie, ici en vert, les Andes, au pied desquelles l'Amazonie se trouve, les Andes étant cette chaîne de montagnes gigantesque orientée nord-sud qui fait 6 à 7 000 km de long et qui culmine à près de 7 000 mètres. Et la troisième partie de l'Amérique du Sud, c'est globalement, ce sont des terres beaucoup moins arborées, beaucoup moins riches en arbres qui correspondent aux plaines de Patagonie. L'Amérique du Sud est isolée du reste du monde, est restée isolée du reste du monde pendant pratiquement
50 millions d'années, entre 55 millions d'années et 3 ou 4 millions d'années en arrière. J'y reviendrai bien évidemment. Et on voit très bien que cet isolement géographique, puisque l'Amérique du Sud est entièrement bordée par des océans, sinon au nord par l'intermédiaire de l'isthme de Panama, cet isolement géographique a fait de l'Amérique du Sud et de l'Amazonie dans les régions tropicales de l'Amérique du Sud un véritable laboratoire de l'évolution. C'est ce dont je vais vous parler ce soir. Et effectivement, on va même jusqu'à dire que le berceau de la vie, en tout cas ce sont les Américains qui le disent dans Science, dans un numéro récent de Science, que le berceau de la vie est l'Amazonie. Alors c'est très exagéré bien évidemment, et ce soir je ne vous parlerai pas du berceau de la vie, mais je vais parler de cette immense biodiversité, cette diversité d'espèces animales, végétales et de champignons qu'on va trouver en Amazonie actuellement et dans son passé. Alors, l'Amazonie constitue environ un tiers des terres émergées de l'Amérique du Sud. C'est ce qu'on appelle un point chaud de biodiversité. Alors, par point chaud de biodiversité, il faut entendre un endroit où se concentre un grand nombre d'espèces différentes appartenant à de nombreux groupes. C'est valable pour les végétaux, évidemment, puisque vous pouvez avoir jusqu'à une densité de l'ordre de 300 espèces par hectare d'arbres en pleine Amazonie, et notamment au pied des Andes, comme on peut le voir sur ce schéma ici. Vous avez l'Amérique du Sud avec la côte pacifique qui est ici, la côte atlantique brésilienne est là, et le vaste bassin amazonien est ici. Pratiquement tout est vert. La densité et la diversité végétale en termes d'arbres et fonction ici de la couleur. Plus c'est sombre, plus on a une densité élevée. Et vous voyez que ça suit globalement le cours de l'Amazone et le bord des Andes. Pour les vertébrés, les animaux munis de vertèbres, qu'il s'agisse des oiseaux, des mammifères ou des amphibiens par exemple, vous voyez que il y a des endroits avec une très très grande diversité sur Terre à l'échelle globale. Là encore, la densité et la diversité de ces espèces est indiquée par une couleur chaude. Et vous voyez que les points rouges sont situés essentiellement à l'échelle du globe dans ce qu'on appelle la ceinture intertropicale, c'est-à-dire entre les tropiques. Pour les oiseaux et pour les amphibiens en particulier, ce sont là les endroits, en Amazonie, les endroits où on va trouver le plus de biodiversité correspondant aux oiseaux ou aux amphibiens à l'échelle globale. Pour les mammifères, c'est un peu plus nuancé, puisque certaines zones d'Afrique équatoriale sont plus diversifiées. Mais quand on restreint notre propos à l'Amazonie occidentale, c'est-à-dire l'ouest de l'Amazonie, la zone qui jouxte directement les Andes, au pied des Andes, et qui est baignée par de très fortes pluies, dans une chaleur permanente, cette zone-là, elle va concentrer une biodiversité inouïe, unique à l'échelle du globe. Pour mieux comprendre cette biodiversité, et surtout son évolution, sa dynamique, et la dynamique même des écosystèmes, c'est-à-dire les organismes et les milieux dans lesquels ils vivent, eh bien, on peut travailler à l'échelle actuelle, c'est ce que font les biologistes, mais on peut également essayer de se tourner vers le passé et de comprendre, de mieux appréhender, essayer de mieux appréhender l'origine, l'émergence et cette dynamique sur le temps profond, c'est-à-dire à l'échelle de milliers, voire de millions d'années. Pour cela, on a un seul moyen d'étude concret, c'est ce qu'on appelle le registre fossile et l'étude du registre fossile. Le registre fossile, c'est l'ensemble des données correspondant à des fossiles qu'on va pouvoir trouver dans un lieu donné. Ce registre fossile, si on compile toutes les données disponibles jusqu'alors, des données qui sont disponibles depuis le milieu du 19e siècle, c'est très biaisé. Le registre fossile en Amazonie, il est essentiellement restreint aux 15 derniers millions d'années.
ces 15 derniers millions d'années, vous allez me dire, c'est très très long. Quand on est biologiste ou archéologue, 15 millions d'années, c'est très long. Pour un paléontologue ou une paléontologue qui travaille sur des échelles allant jusqu'à 3 milliards d'années, ben forcément, c'est très court, c'est même frustrant. Ces 15 derniers millions d'années, pendant le 19e siècle et tout le 20e siècle, ils ont été documentés seulement dans quelques endroits bien précis. Ces endroits sont à la frontière entre le Brésil, la Bolivie et le Pérou, ou entre le Brésil, la Colombie et le Pérou, toujours en Amazonie occidentale. Et c'est là qu'on va trouver de très nombreux mollusques, du pollen et quelques vertébrés. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment extrêmement frustrant, parce que ce sont des instantanés très rares, très peu nombreux, et dans lesquels on va avoir des données éparses, et rarement contextualisées, rarement replacées dans leur contexte temporel, voire spatio-temporel. En réalité, la plupart des découvertes du 19e siècle et du début du 20e siècle correspondent à des collectes de surface dont on ne connaît pas l'origine. Et ça, c'est très très frustrant, encore plus frustrant que le reste, d'avoir les données et de ne pas pouvoir les utiliser. Il a fallu attendre 2004, c'est-à-dire en gros une douzaine d'années, pour qu'un ouvrage majeur soit publié qui mette en exergue des mammifères et des vertébrés en général, qui datent d'une période un peu plus ancienne, puisqu'on est là, au cours du Paléogène, aux environs de 34 millions d'années. Cette faune, elle s'appelle la faune de Santa Rosa, au Pérou, et elle a été publiée par des collègues américains. Ces collègues américains sont des paléomammalogistes. Paléomammalogistes, ça veut dire qu'ils étudient des mammifères fossiles. Et alors, ils ont publié des mammifères fossiles. Et c'est tout. Au point même qu'on peut se demander s'ils ont récolté autre chose que les mammifères fossiles dans ce qu'ils ont trouvé. En tout cas, s'ils l'ont récolté, ils ne l'ont pas encore publié depuis 2004. Alors, on travaille, comme vous l'aurez deviné, essentiellement en Amazonie occidentale, que ce soit des équipes américaines ou nous-mêmes, tout simplement parce que c'est la zone qui borde les Andes et grâce auquel, c'est grâce à ces Andes, donc grâce auxquelles les terrains très anciens remontent, sont exhumés grâce à la tectonique. Ne vous attendez pas à ce que je vous montre des forages ou des tunnels de 3 km de profondeur pour qu'on puisse accéder à des terrains anciens. En fait, on laisse faire la tectonique, on laisse faire les Andes. Les Andes ont soulevé au cours des derniers millions d'années les terrains, et on peut, le long des rivières, le long des quelques routes, marcher ou naviguer et lire les couches comme un livre ouvert. Par opposition, la partie aval de l'Amazone est aujourd'hui recouverte de sédiments très récents. Donc ce n'est pas la peine d'y chercher des fossiles très anciens, puisque l'Amazone, cet immense fleuve qui est aussi le plus grand fleuve du monde, au sein de la plus vaste forêt équatoriale du monde, eh bien, ces sédiments masquent et dissimulent tout ce qu'on pourrait imaginer de terrains plus anciens, susceptibles de livrer des fossiles. Donc, on concentre nos efforts sur la partie occidentale de l'Amazonie. Et effectivement, on va chercher des fossiles. C'est ce qu'on s'est dit en 2003. On n'en connaît pas, allons en chercher. Pour travailler en Amazonie, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, quand on cherche des fossiles, pour une simple et bonne raison. Intuitivement, vous vous dites l'Amazonie, c'est une forêt. Est-ce qu'on va trouver des fossiles dans la forêt? Non, c'est très difficile. La forêt est constituée d'arbres et de toute une multitude d'organismes qui y vivent, et le sol est complètement altéré, et il est impossible d'y trouver des fossiles. Est-ce qu'on va fouiller dans l'eau? Non, non plus. Donc, que reste-t-il en Amazonie, à part l'eau et la forêt? Les berges. Donc, c'est pas compliqué, on travaille sur les berges. Alors, forcément, ça peut être dangereux. C'est très réduit en termes de surface, surtout vu du ciel.
Mais une fois qu'on est dans l'eau, parfois on n'y est pas encore tombé, on peut effectivement arriver à avoir des couches, une organisation dans les couches, ces couches étant dénudées par le flot, par l'érosion des rivières, et mises au jour pendant les saisons sèches. En fait, c'est encore plus facile que prévu, puisqu'on sait quand on doit y aller. On ne peut travailler en Amazonie pour chercher des fossiles qu'à la saison sèche. C'est-à-dire un mois et demi par an, c'est en août ou en septembre. Alors ça veut dire que pour les vacances d'été, c'est râpé. Ça, depuis 2003, les vacances d'été, elles sont essentiellement passées à crapahuter le long des rivières, dans les rivières, ou à y tomber dedans. On dispose, pour aller travailler, de données disparates, éparses, et parmi ces données, on peut avoir de véritables cartes au trésor, comme cette carte publiée par l'explorateur Peter Mathiesen, qui est mort il y a peu de temps. Peter Mathiesen, il a descendu l'Urubamba, un tributaire de l'Amazone, en barque de balsa, en 1959 et 1960. C'est assez périlleux, les zones sont encore des zones que les bateaux à moteur évitent. Et dans son périple, qu'il a mené jusqu'en Amazonie, il a découvert quelques restes fossiles, et en particulier un énorme crâne, avant-crâne, de ce qu'il pensait être un dinosaure. Ça, c'était en 1960. Il l'a décrit dans son livre. Son livre a eu un grand succès. Ça s'appelle La forêt de nuages, The Cloud Forest. Et nous y sommes retournés en 2005. Alors en 2005, effectivement, c'est bien The Cloud Forest. Vous voyez, on est enfin arrivé à la Quebrada Grassa après un long périple. C'est très court sur carte satellite, c'est très long sur le terrain. Là, c'est évidemment une zone où on n'a pas beaucoup de routes. Enfin, il n'y en a aucune. On ne peut pas l'atteindre en avion, et donc le seul moyen, c'est d'y aller en pirogue. Alors là, vous avez vraiment une armada de pirogues. On était 28, une dizaine de scientifiques, des botanistes, des paléobotanistes, des géologues et des paléontologues, dans ce qui était la première expédition vers l'arche de Fitzcarrald, en 2005. Voilà, l'arche de Fitzcarrald, elle a été rendue célèbre, ou en tout cas, elle a été nommée à partir d'un baron du caoutchouc, qui s'appelle Fitzgerald, ce que les Péruviens n'arrivaient pas à prononcer, donc il l'a appelé Fitzcarrald, et ça a donné l'arche de Fitzcarrald. Dans ce film de Werner Herzog, ce baron du caoutchouc un peu fou essaie de faire passer un bateau par-delà les montagnes, depuis un bassin versant de l'Amazone vers un autre bassin versant. Dans le film, il y arrive. Dans la réalité, il a disparu. Donc on est parti sur ses traces et il a failli nous arriver la même chose. Bon voilà, vous voyez, c'est nos références quand on part sur le terrain, c'est de cet ordre-là. Et effectivement, ce qui nous arrive, c'est pas très éloigné en 2005 quand on part sur l'arche de Fitzcarrald. On part pour 3 semaines en autosuffisance et les pirogues avec les vivres ont passé pratiquement tout le séjour à nous suivre, mais à 2 jours d'intervalle. Donc on n'avait pas de quoi manger pratiquement et on est tombé sur l'année la plus sèche du siècle. Preuve des hydrologues à l'appui depuis. C'est tellement sec qu'ils l'ont publié. Et donc, ce qui est bien quand on travaille en Amazonie à la saison sèche, c'est qu'on peut voir les rochers. Ce qui est moins bien, c'est quand, pour se déplacer, on utilise des pirogues et qu'il n'y a plus d'eau. Là, on pousse les pirogues. Donc, on marche dans l'eau avec les raies d'eau douce, avec des piquants, c'est venimeux. Et en plus, on pousse les pirogues. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est très court sur les photos satellites, mais par contre, sur le terrain, c'est long. 180 km à vol d'oiseau, c'est long. Surtout quand c'est des rivières composées de méandres. On ne fait pas du vol d'oiseau dans les méandres. Et donc on a mis pratiquement 15 jours à atteindre le lieu qu'on cherchait à atteindre. Alors évidemment, on campe le long des berges, en se mettant suffisamment loin de la berge pour qu'une crue soudaine ne nous emporte pas.
Alors, effectivement, on peut avoir des problèmes logistiques. Alors là, vous voyez, clairement, j'aurais dû vérifier avant de partir sur le terrain. J'avais les cheveux rouges. Tu n'en étais même pas aperçu. Non, plus sérieusement, voilà, c'est une mission ratée. C'est des moustiques partout, des milliers de moustiques et plus de moustiquaires. Donc, parfois de grands moments. Donc, je salue François qui nous écoute depuis l'Argentine. François est un pêcheur hors pair qui arrive quasiment à la main à attraper des poissons-chats délicieux qui s'appellent Fractocéphalus hemiliopterus. Celui-là, vous pouvez le voir à la serre amazonienne ici, au zoo de Lunaret. Eh bien, Fractocéphalus, là vous voyez devant les yeux incrédules des collègues, Fractocéphalus pêché à minuit un soir. Ce Fractocéphalus, c'est l'équivalent actuel d'un fossile qu'on a trouvé dans la même région et qui date du Miocène. Alors vous voyez l'épine pectorale là, qui fait une vingtaine de centimètres. Elle est plus petite que le fossile qu'on a découvert à l'occasion de cette expédition-là. Et là où on a été très très reconnaissant à François, c'est que ça nous a offert un petit déjeuner magnifique. Ça c'est le lendemain. Vous voyez d'ailleurs François qui vient vérifier l'état du petit déjeuner. Ça quand même, hein. C'est cosy le terrain en Amazonie. Alors parfois c'est moins glorieux. Vous avez François qui a pêché un autre poisson-chat. Heureusement l'équipe était moins fournie, on n'était que 3 cette année-là. Donc, parfois on fait des découvertes étonnantes, comme ce poisson-chat, l'Oricariidé. Bon, c'est un poisson-chat cuirassé. Vous en avez vu probablement dans les aquariums, c'est le groupe de poissons-chats qu'on utilise pour nettoyer les vitres des aquariums. Mais là, il faut un gros aquarium, il fait 70 cm de long celui-là. Et donc, voilà, il est très très gros, vous voyez bien la bouche typique. Et donc, cet animal-là, c'était pas très bon. C'est l'année où on n'a pas eu de ravitaillement. C'était en 2005. Et on a appris en 2010 qu'il venait d'être nommé. C'est-à-dire qu'on a mangé une espèce qui n'avait pas encore été baptisée, qui n'avait pas de nom scientifique, et qui n'a été découverte et décrite formellement qu'en 2010. On ne le savait pas, hein, sinon on l'aurait mangé quand même. Mais on aurait gardé des tissus de l'ADN pour pouvoir le caractériser mieux. Bon, et puis ensuite, on est allé dans un autre endroit qui s'appelle Contamana. Alors Contamana, on y est allé précisément pour les mammifères aquatiques qu'on y cherchait. Vous voyez ? C'est la perle de l'Ucayali avec la sirène de l'Ucayali, parce qu'effectivement, il y a des siréniennes dans l'Ucayali. C'est un autre tributaire. En fait, c'est l'Amazone avant que ça ne s'appelle l'Amazone, en amont de l'Amazone. Et dans cet endroit-là, des géologues américains, à la recherche de pétrole, avait publié un travail magnifique dans les années 40. Et depuis, plus rien. Donc on y est retourné en 2008, en espérant trouver des fossiles. Voilà, les conditions sont assez bonnes, hein. C'est en avion qu'on y va, vous voyez, c'est très rapide. Et après, vous voyez la piste. Alors c'est des monomoteurs de 4 personnes. Bon, c'est assez périlleux. Ils suivent les rivières parce qu'au moins, quand ils ont une avarie, ils peuvent atterrir sur le sable. Ça ne nous est pas arrivé, par contre, nos pilotes, ça leur arrive assez fréquemment. Et évidemment, on est en Amazonie. Et en Amazonie, il y a des Amazoniens. Je vous laisse lire la petite citation d'un anthropologue américain que j'aime beaucoup. La citation est l'anthropologue. Cette phrase-là, le fait que c'est très difficile de faire comprendre à des Américains moyens que des Amazoniens puissent leur apprendre quelque chose, on peut la généraliser. Ce n'est pas seulement des Américains moyens, ça peut être des Occidentaux moyens, ça peut être des paléontologues moyens, dont nous. Et effectivement, on a beaucoup à apprendre, on s'en aperçoit au quotidien, on a beaucoup à apprendre d'eux, en particulier la survie. C'est-à-dire que quand on va travailler en Amazonie, si on y va tout seul, on a une espérance de vie très très limitée. Et c'est en travaillant avec eux, en travaillant avec les communautés natives,
en échangeant avec elles qu'on arrive à travailler efficacement et à tisser des liens qui dépassent largement les liens du travail, les liens professionnels. Donc en 2008, on a commencé à travailler dans la région de Contamana et on est entré dans la communauté native des Canaan, de Cachiyacu, par le mauvais côté du village. On a été retenu pendant 4 heures. On nous a menacé de décapitation. Puis là, généralement, c'est pas en l'air. Hein, nous on dit, c'est pas très compliqué. On vous décapite, vous sentirez plus rien. Et de toute façon, après, on vous lâche dans le fleuve. Et le temps que quiconque s'en aperçoive, vous serez dans la grande ville à 400 km en aval. Donc, comme on dit au Pakistan aussi, pas de corps, pas de crime. Et puis finalement, petit à petit, en 2008, ça s'est pas très bien passé. En 2009, on y est revenu. On nous a considérés comme des pelakara ou des pistaku. Ce sont des créatures malfaisantes de la forêt, à la peau blanche. Alors ça, c'est difficile à masquer. Et donc, on a eu droit quasiment au quotidien à des tribunaux. Donc c'est la communauté qui prend une décision communautaire. Et cette décision communautaire consiste à nous permettre de travailler ou non. Tous les jours, ou presque. Et on a réussi à y travailler. On a réussi à y retourner. On n'a pas trop eu de problèmes. Petit à petit, les relations se sont détendues. Et on a appris au fur et à mesure qu'en réalité, ce n'était pas grâce à la communauté, mais grâce à un élément majeur, moteur de la communauté, les mamas. C'est une société matriarcale et ce sont les femmes qui ont décidé que oui, on pourrait travailler là-bas. Pas les hommes, qui étaient plutôt rétifs. Alors, je ne sais pas de quels moyens elles ont usé pour obtenir gain de cause, mais en tout cas, ça a très bien marché et depuis, ça se passe extrêmement bien. En fait, depuis 2011, où on a été officiellement intronisé et où on a été autorisé à aller sur le territoire de manière durable. Notamment, ça s'est scellé avec la chicha du Masato et de la patarashka. Ce sont des mets locaux. Et voilà, donc depuis, on y travaille vraiment en très bonne intelligence, avec une petite contrepartie à laquelle on se soumet bien volontiers, qui est que nous sommes les seuls clients de la foire artisanale annuelle. Et on achète à toutes les mamans, toutes les grands-mamans, toutes les bientôt mamans, toutes les filles de maman qui ont produit de l'artisanat. Alors c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. On achète, pas du tout à prix coûtant, c'est plutôt à prix très coûtant, l'artisanat sur place. Cet artisanat, on en ramène une grosse partie en France et on le revend encore en France. Donc évidemment, les premiers bénéfices sont pour la communauté. On le revend en France et les recettes sont une deuxième fois ramenées pour la communauté là-bas. Donc c'est un très bon moyen de quitter la communauté en bons termes, puisqu'on fait des cadeaux qui sont donnés à toutes les mamans, avec un fonds solidaire de 10% pour les mamans qui n'ont pas pu être là, qui se sont montées en association. Et quand on revient l'année d'après, on revient avec les fonds qu'on a récoltés entre-temps, et ces fonds servent à la communauté pour un achat communautaire. Et donc, pour nous, c'est une très bonne manière de travailler, une très bonne manière de procéder, et tout le monde y est gagnant. Voilà, donc voilà l'artisanat. Je prends les commandes à partir de 10h ce soir. Évidemment, ça passe aussi par un partage des connaissances. Ce partage des connaissances, c'est au quotidien. On travaille avec des guides, on est guidé par des amis locaux et on essaie de leur enseigner les raisons de notre venue. Et en particulier, on essaie de leur montrer tout l'intérêt que revêt le patrimoine qu'ils ont sous les pieds ou sous les pagaies. Et ça s'est concrétisé il y a 2 ans par l'édition de grands posters tout temps qui sont
à l'école maintenant. Et actuellement, on est en train de mettre la dernière main à un ouvrage, un livre trilingue, en français, espagnol et shipibo, précisément sur le même sujet, qui est la préhistoire de leur région, de leur communauté, vue par les fossiles. Alors une fois qu'on est autorisé à traverser le territoire, on le traverse. Alors là, vous voyez, c'est 1h15, 1h30 de marche tous les matins, à vide. Et puis ensuite, on part dans les rivières. Et dans les rivières, on prospecte les berges. Alors, vous voyez Laurent Marivaux, qui m'accompagne depuis plusieurs années en Amazonie, qui est en train de scruter un gisement du Miocène. On prospecte. Alors la prospection peut se faire dans des conditions un peu plus dantesques, comme là. C'est dans un tout petit ruisseau, pour lequel il faut prévoir 1 heure pour avancer de 200 à 300 mètres. Et là, dans cet enchevêtrement, eh bien, en 2011, on a découvert un gisement fossilifère, un gisement de vertébrés. Là, c'est les pieds dans l'eau, littéralement. Avec un couteau à huître, on racle l'argile, on prélève l'argile, on la récolte. Et dans ce tout petit bourbier, on a 25 espèces de vertébrés fossiles. Alors, toujours les pieds dans l'eau, on peut trouver des fossiles plus gros, comme ici, cette carapace entière d'une tortue, une tortue matamata. Alors les tortues matamata, aujourd'hui, il y en a aussi à la serre amazonienne, elles font 40 cm de long. Là, celle-là, elle fait 75 cm de long. Elle est très très grosse. Et le gros de notre temps, des efforts qu'on prodigue sur le terrain, consiste à tamiser du sable, des graviers, pour essayer de concentrer la fraction qui contient des petites dents, des petits os, des écailles, des graines. Et donc là, vous voyez, c'est le petit îlot sur lequel nous sommes installés, là, c'est le gisement. Alors évidemment, quand on exploite 200 kg, il réduit le gisement. Si l'eau monte pendant la nuit, il n'existe plus, le gisement. Ça arrive 1 fois par an. Voilà, on récolte du sédiment, on le tamise, on le sèche, on le retamise, on le lave, on le sèche. On le tamise dans diverses régions. Vous avez l'enseignant et l'étudiante. C'est Myriam qui est en train de travailler à Tarapoto, enfin du côté de Juanjuy, là, en Amazonie, encore. Et évidemment, on travaille à la saison sèche. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, je ne vous ai pas montré de pluie. Mais bien évidemment, il arrive qu'il pleuve. Alors la saison sèche, ça veut dire qu'il ne pleut pas tous les jours. Enfin, pas tout le temps. Des fois, il pleut tous les jours, mais ce n'est pas tout le temps la pluie. Mais quand la fin de la mission approche, on est obligé de travailler coûte que coûte. Là, on est en train de tamiser tout un gisement qui a donné énormément de résultats ensuite. Alors, comment on travaille plus précisément? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui fait la force de nos recherches, c'est une recherche collaborative. L'équipe fait maintenant inclut une quarantaine ou une cinquantaine de chercheurs d'une quinzaine de pays. Tout le monde ne vient pas sur le terrain en même temps, mais on collabore systématiquement à partir de données récoltées sur le terrain et par nous-mêmes. Et ces données, elles sont, comme je vous le disais tout à l'heure, contextualisées du point de vue spatio-temporel. C'est-à-dire qu'on sait où on les a prélevés, on sait combien on en a prélevé, et on essaie de déterminer leur âge précisément et indépendamment par plusieurs méthodes, de manière à être précis et solide, et que ça puisse tenir le long, pour plusieurs années, voire pour plusieurs décennies comme résultat. Donc on va travailler à partir de la chronologie donnée par les fossiles eux-mêmes, que ce soit des mammifères ou d'autres vertébrés, par la chronologie donnée par les mollusques, par des petits crustacés, le pollen, d'autres végétaux, et puis quand on a affaire à des couches marines, par des micro-fossiles, que sont les dinoflagellés, ou des foraminifères. Quand on peut, on couple le tout avec des datations qu'on appelle des datations absolues ou radioisotopiques, avec des méthodes compliquées, argon-argon ou uranium-plomb. Ces méthodes-là, on peut les appliquer là-bas parce qu'on est au pied des Andes et que
dans les Andes, on a des volcans. Il y a des séismes, il y a des volcans. Et ces volcans crachent des cendres qui peuvent être datées une fois qu'elles sont intercalées dans les sédiments fossilifères. Enfin, on utilise d'autres méthodes avec des acronymes plus ou moins exotiques comme AFTA ou ZFTA sur des apatites ou des zircons. Ça, c'est ce qu'on va faire systématiquement pour chaque localité, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle ait été découverte précédemment par nous. On en est jusqu'à présent à 200 localités découvertes en Amazonie. Alors on a travaillé à peu près partout au pied des Andes, une vingtaine de campagnes, et on travaille également en Bolivie et au Pérou dans les Andes. Alors pourquoi on travaille dans les Andes quand on s'attache à comprendre l'histoire de l'Amazonie ? Bien, il faut comprendre que les Andes n'ont pas toujours été les Andes. Il y a 50 millions d'années, 60 millions d'années, ces niveaux qui sont aujourd'hui à 4000, voire 4300 mètres d'altitude, comme le petit point qu'on voit au fond, ces points-là étaient au niveau de la mer. Et dans une ambiance tropicale qui était probablement la même que celle qu'on va retrouver aujourd'hui dans les sédiments fossilifères d'Amazonie. Donc là, ça fait sens, ça prend sens. Là, vous avez ici une station de lavage à 4100 mètres d'altitude. Cette année-là, il faisait chaud. Là, on y est retourné en 2015 et Laurent Marivaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a failli perdre ses mains tellement elles étaient gonflées par le gel. Ce qui tamisait quand même dans l'eau gelée, pour ne pas perdre de temps. Donc on a travaillé également une dizaine d'années dans les Andes, plutôt en Bolivie, mais aussi au nord du Pérou, par l'intermédiaire d'une dizaine de campagnes. Et le résultat, il est là. Ce sont des touches de piano, comme ici. C'est une synthèse de 70 millions d'années, sur les 70 derniers millions d'années. Et chaque cartouche, quand il est représenté, correspond à une période qui est documentée, maintenant par des fossiles. Ce que vous avez à gauche, en bleu, ce sont des fossiles qui sont plutôt du côté pacifique. Ce qui est en marron, vous voyez que c'est dans les Andes. Et ce qui est indiqué en vert, les trois colonnes à droite, ce sont différentes régions du bassin amazonien. Et vous voyez que finalement, à partir d'un registre qui était restreint aux 12 ou 13 derniers millions d'années, on arrive maintenant à un registre, lorsqu'on compile le tout, qui couvre pratiquement en continu les 70 derniers millions d'années. Et ça donne une foule d'informations complètement inédites et pour la plupart inattendues. À titre d'exemple, vous avez ici un diagramme très compliqué qui montre la diversité dans une micro-région qui est la région de la communauté des Canaan de Cachiyacu à Contamana. En fait, c'est plus de 480 espèces que nous avons recensées le long de 3 km d'une petite rivière à partir de 8 missions de terrain, impliquant donc, je vous le disais, près d'une quarantaine de personnes. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de manière un peu plus linéaire, maintenant que vous savez, que vous avez une meilleure idée du contexte et que vous savez comment nous travaillons et comment les données ont été obtenues, ce que je vous propose, c'est de retracer l'histoire de l'Amazonie, en tout cas une histoire de l'Amazonie, sur les 70 derniers millions d'années. Alors 70 millions d'années, peut-être vous connaissez ce chiffre. 70 millions d'années, c'est avant ce qu'on appelle la crise Crétacé-Tertiaire. La crise Crétacé-Tertiaire, c'est environ 65 à 66 millions d'années, et c'est la disparition des dinosaures, à part les oiseaux. Donc 70 derniers millions d'années, on peut effectivement s'attendre à trouver des dinosaures. Il n'y a pas de dinosaures en Amazonie qui soient connus. Alors on a travaillé d'abord dans le sud du Pérou, dans l'Alto Madre de Dios, et vous voyez là on est en pirogue, et en pirogue on voit ces couches. On s'arrête, on aborde, et on récolte du sédiment, on y trouve des fossiles. Ces fossiles et la structure des couches nous permet de voir que quand on va vers la gauche de la figure, on monte dans le temps. Donc logiquement, les couches qui sont là sont plus récentes. C'est confirmé par le registre fossile, par le contenu fossile, et là,
Ce qu'on voit, ce sont des dents de raies fossiles qui sont typiques du Crétacé, la dernière époque pendant laquelle les dinosaures vivaient sur Terre. Alors évidemment, là, on n'est pas sur Terre, on est dans la mer, et on est entre 72 et 67 millions d'années le long de cette coupe-là. Plus haut, dans la section, dans ce qui est en rouge ici, on a des niveaux qui sont toujours marins, mais qui incluent des faunes tout à fait différentes. C'est toujours marin, ce sont toujours des raies, mais pas les mêmes. Ces raies, ce sont des raies qui sont apparues après la disparition des dinosaures, la disparition des ammonites et la disparition d'autres organismes décimés à la limite Crétacé-Tertiaire. Donc effectivement, on a bien du Crétacé, du Tertiaire, mais malheureusement, pour les amoureux d'astéroïdes, pas de traces de la limite Crétacé-Tertiaire, on a un grand arrêt de sédimentation dans cette zone-là. Et puis, l'an dernier, on est parti travailler dans le nord du Pérou pour aller chercher des mammifères anciens. Comme support, on avait une carte géologique, et cette carte géologique nous disait qu'on allait travailler dans une zone qui était constituée de terrains qui avaient 35-40 millions d'années. On va dans cette zone-là pour prospecter, et dès le premier jour, on trouve ceci. Tout le monde a vu, hein? Donc c'est des empreintes, ça ressemble à des pattes de poulet, c'est pas du poulet, c'est du dinosaure, théropode. Et effectivement, on est en Amazonie, c'est des traces de dinosaures, il y avait des dinosaures en Amazonie. Rien d'étonnant, mais encore fallait-il les trouver. Plus étonnant, c'est un site avec des empreintes. La plupart du temps, quand on trouve des empreintes, ce qu'on appelle des pistes, on ne trouve pas les fossiles associés. Et là, à quelques mètres seulement, vous voyez un collègue, Rafo, péruvien, Rafael Varas, qui est juste à côté d'un marteau de géologue. Ce marteau de géologue est là pour servir d'échelle à une photo représentant un tibia d'un petit dinosaure sauropode. Alors, sauropode, ça ne correspond pas aux empreintes qu'on a vues. Les empreintes qu'on a vues, c'était un théropode. Mais, à quelques mètres de là encore, vous avez des empreintes de sauropodes. Quelque chose de ce type-là. Donc là, on va y revenir cette année. On bénéficie de fonds pour pouvoir y retourner. Et on va essayer de trouver les petits mammifères qui étaient avec ces dinosaures-là. Plus tard, donc après la limite Crétacé-Tertiaire, on se retrouve avec des faunes, de poissons notamment, qui démontrent la présence d'estuaires multiples près des Andes, ces Andes naissantes qu'on peut appeler des proto-Andes. Voilà une couche à poissons, très très riche. Tous les points noirs, ce sont des os de poisson, ou des dents. Et voilà les dents qu'on peut y trouver. Ce sont des dents de raies, là encore. Et là, la grosse surprise, c'est que ces raies, ces dents très particulières, elles étaient connues jusqu'alors seulement en Asie et surtout en Afrique. Et là, on est en Amérique du Sud et on a pour la première fois une preuve de l'existence de ces raies, là, en Amérique du Sud. Alors parfois, on travaille dans des zones qui sont peu fossilifères. Et là, on va travailler dans des couches et s'attarder à travailler sur des couches qui font 1 cm et récolter pendant 1 heure à plusieurs quelques grammes par gramme pour récolter des sédiments, les tamiser et se retrouver avec une faune riche d'une dizaine d'espèces de vertébrés, dont les inévitables raies, évidemment. Mais parmi ces restes, vous avez un fragment complètement informe. Ce fragment, quand on l'observe au microscope, on s'aperçoit qu'il y a de l'émail et que cet émail, comme sur nos propres dents, présente une structure, même une microstructure, qui est typique de celle de mammifères. Donc là, vous avez un mammifère qui date du Tanécien. Le Tanécien, c'est une époque aux alentours de 57 à 58 millions d'années. C'est le plus ancien mammifère connu en Amazonie. Alors, on ne va pas aller jusqu'à le nommer. C'est probablement un mammifère à sabots, vu la forme de l'émail, mais c'est tout ce qu'on peut en dire. Donc, il y avait bien des mammifères à cette époque-là en Amazonie, là aussi. Du point de vue géographique,
sur ce diagramme-là, vous voyez les Andes. Le nord est vers le haut du schéma, en perspective. Et on a un amas, un enchevêtrement de rivières avec des estuaires et probablement ce sillon marin qui est au pied des Andes, là où aujourd'hui on a l'Amazonie occidentale. Tout aussi curieux, vous avez ici une mandibule d'un gros mammifère à sabots, ce qu'on appelle un ongulé. Ce mammifère à sabots, il s'appelle Carodnia. Carodnia, c'est un représentant d'un groupe qui s'appelle les xénongulés, les mammifères à sabots étranges. Donc vous en avez une représentation en haut là. Les xénongulés, on les connaissait jusqu'alors dans la partie australe de l'Amérique du Sud. En Patagonie, avec les Carodnia rouges, et au Brésil, dans le Brésil atlantique, à Itaboraí, avec Carodnia vieirae. Et là, cette découverte-là, faite dans le nord du Pérou, là, exactement, elle va vous montrer qu'on a beau être un ongulé, on peut être un mathématicien. Carodnia a inventé le triangle équilatéral. Alors, de 4500 km de côté. Et plus fort encore, Carodnia, grâce aux découvertes qu'on en a faites en Bolivie, a inventé le barycentre. Voilà. Donc trêve de plaisanterie, en fait, à partir d'un registre extrêmement réduit, on se rend compte que cette forme-là, dont on estimait qu'elle était uniquement méridionale et très très australe, en réalité, il y en avait partout. On n'avait juste pas trouvé les gisements. Si on cherche un peu ailleurs, eh bien, on a des chances d'en trouver. Et donc, cette forme-là couvrait pratiquement tout le territoire de l'Amérique du Sud. Pour reconstituer la géographie de l'Amérique du Sud, on utilise des données disparates, je vous le disais, et puis nos données inédites, nos données propres. Alors tout simplement, quand vous avez une pastille bleue foncée, ça veut dire qu'on est dans un réseau fluviatile. On est sur le continent et c'est une rivière. Et vous voyez que ce réseau fluviatile, on les a du côté des proto-Andes, côté Pacifique, mais aussi du côté des boucliers, du côté vraiment de l'Amazonie, autant à Tarapoto qu'à Contamana. Et au milieu de ces sillons, au milieu de ces zones-là, on a une zone correspondant à des affleurements plutôt marins, avec ces raies très nombreuses, ce qui permet d'identifier la géométrie d'un sillon marin au pied des Andes. Et ce sillon, il a manifestement duré entre 70 millions d'années et 50 millions d'années. Très peu de changements de la géographie de l'Amérique du Sud pendant cette période-là. On saute des millions d'années allègrement et on passe à 40 millions d'années, 41 millions d'années, à la fin de l'Éocène moyen. Et c'est un tout petit gisement de rien du tout, trouvé à Contamana en 2008, la première année. Alors les collègues géologues n'étaient pas très intéressés. Ils ne sont jamais revenus d'ailleurs, parce que ce n'était pas très intéressant du point de vue géologique. Et il me semblait quand même que ça pouvait être pas mal ce gisement-là. Et effectivement, à l'exploiter, année après année, on a exploité plus de 800 kg de sédiments. À l'exploitation de ces 800 kg de sédiments, bien finalement, on est arrivé à une faune et une flore constituées de près de 150 espèces associées, dont 50 espèces de vertébrés. Alors c'est vraiment beaucoup, c'est très très riche. Et parmi eux, pratiquement une trentaine d'espèces de mammifères. Donc vous y reconnaissez des petits crustacés, des parties de végétaux aquatiques, les charophytes, des fragments de crabes, d'écrevisses, des graines. Il y a notamment des graines de vigne, de vitacées. Et à droite, vous avez un crocodile un peu particulier qui est un crocodile terrestre. On reviendra sur les crocodiles tout à l'heure. Il n'y a plus de crocodiles terrestres aujourd'hui. Et puis vous avez quelques animaux très étonnants. Alors ça, c'est une découverte assez fantastique que Maëva, ma compagne, qui doit être en train de regarder depuis la maison où elle garde notre petit monstre de 3 ans. C'est Maëva qui l'a trouvé sur le terrain, dans un tamis. Elle a trouvé une petite boule avec quelques fragments brillants et elle l'a vite identifié comme étant un crâne. C'est un crâne, donc c'est un crâne d'un tout petit marsupial. Vous voyez l'échelle, 2 mm. Donc le crâne fait 8 mm. C'est la taille d'un carreau de cahier d'écolier.
Et vous avez une série dentaire complète avec 4 incisives, la canine, 3 prémolaires et 4 molaires. C'est vraiment tout petit et il est apparenté, d'après les travaux des collègues, à un petit marsupial qui est convergent des gerbilles ou de certains marsupiaux d'Australie, qui s'appelle Argyrolagus. Lui aussi est éteint. C'était un mammifère qui sautait. Et cet Argyrolagus, il est connu dans des terrains patagoniens beaucoup plus récents. Vous voyez des grands yeux, peut-être nocturnes. Cet animal-là, dont on connaît le squelette complet et en particulier le crâne, va nous permettre de reconstituer un petit peu de l'apparence de l'animal et notamment de son crâne, du crâne de cet animal appelé Wamradolops qui provient d'Amazonie péruvienne. Alors quand on le compare, pour vous donner une idée, on peut le comparer à des mammifères très petits. Et parmi ces mammifères très petits, il y a le plus petit mammifère actuel qui est une musaraigne qui s'appelle le pachyure étrusque. Cet animal-là, donc vous voyez à l'échelle sur une main, il a un crâne excessivement petit. C'est le plus petit mammifère terrestre actuel. Et quand vous ajoutez, quand vous extrapolez la forme du crâne complet de Wamradolops à partir du crâne de son proche parent, Argyrolagus, vous arrivez à cette taille-là. Et donc vous avez quelque chose qui est plus petit que le plus petit mammifère actuel, lequel pèse en moyenne 1,8 g. Donc là, évidemment, si vous travaillez à la pelle et à la pioche, vous ne risquez pas de trouver ces animaux-là. Vous comprenez pourquoi il faut travailler aussi très précisément et tout conserver. Cet animal-là, il devait peser 1,5 g, 2 grammes aussi, pas beaucoup plus. Parce que ce qu'on cherchait, c'était des dents de l'ordre du millimètre cube qu'on avait trouvé dès la première année. Ces dents, vous en voyez ici une collection. Ces dents, ce sont des dents de rongeurs. Et ces rongeurs, quand on regarde le motif de leurs dents, on trouve une parenté évidente avec des rongeurs africains. Or, on est en Amazonie. Les couleurs là sont là pour vous montrer les espèces différentes qui ont été identifiées à partir de morphologies cohérentes et différentes entre elles. Et vous voyez les noms exotiques qui leur ont été donnés, comme Kachiyakui contamanensis. Alors Kachiyakui, il n'y a rien de scabreux là-dedans, en tout cas en scientifique. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Kachiyakui, ça veut dire le cochon d'Inde, qui en quechua se dit kui, de la rivière Kachiyaku, puisque c'est là que ça a été trouvé. Et même plus précisément, l'espèce est dédiée au lieu Contamana. Contamanensis, ça veut dire de Contamana. Vous avez aussi Kachiyakui kumeli, en américain Kumelai, j'imite un collègue qui le dit beaucoup mieux que moi, qui est dédié au géologue Kummel, qui avait décrit la première fois la section de Contamana en 1946. Canaanimis makiensis, c'est la souris dédiée à la communauté Canaan, la communauté native, est trouvée dans la structure de Maquilla. Ensuite, vous avez Eobranisamis et Eoespina, qui ont été décrits par des collègues américains à Santa Rosa, un autre gisement du Pérou. Donc vous avez 5 espèces. Ces 5 espèces associées, elles ont été trouvées dans le même gisement que le tout petit marsupial. Voilà une reconstitution plausible. Il n'y avait pas de photo à l'époque. Reconstitution plausible de ce petit rongeur qu'est Canaanimis, la petite souris des Canaan. C'est le plus ancien, un des plus anciens et probablement le plus primitif des rongeurs sud-américains. Alors il est célèbre maintenant puisqu'il a donné lieu à une série de timbres des philatélistes péruviens. Et vous voyez Canaanimis du Pérou. Alors il n'y avait pas de valeur nominale à l'époque, parce que c'était la maquette. Et c'est quand même un timbre qui existe, que vous pouvez commander. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Ça c'est juste pour vous réveiller. Ou pour vous endormir définitivement, je ne sais pas. Ça c'est un arbre de relation de parenté
des rongeurs, d'une partie des rongeurs. Ces relations de parenté sont là présentées sous forme d'arbres et les rongeurs sud-américains sont en rouge. Ce sont des rongeurs qu'on appelle les caviomorphes. Ces rongeurs sud-américains, eh bien, les plus anciens, ce sont ceux de Contamana. Ils sont indiqués ici. Ils datent de 41 millions d'années. Le gisement a pu être daté par des méthodes de datation absolue. Ce sont les plus anciens rongeurs d'Amérique du Sud, mais ce sont également les plus anciens des rongeurs qu'on connaisse d'un grand groupe qui s'appelle les Istricognates. Un grand groupe auquel ils appartiennent et qui est connu à la fois en Amérique du Sud et dans l'Ancien Monde, en Afrique, mais aussi en Asie. Ça, ce qui est en rose ici, c'est l'intervalle de temps dans lequel on est susceptible de trouver des fossiles, et on en a trouvé. Ils sont étudiés par Myriam, qui est en thèse en ce moment. Trouver des fossiles en Amérique du Sud qui ne sont ni ceux de Contamana, ni ceux qui ont été trouvés ailleurs. Là, ça nous permet de savoir dans quelle tranche de temps on doit aller chercher. Plus généralement, cette tranche de temps-là, entre 37 et 42 millions d'années, c'est une tranche de temps dans laquelle on est susceptible de trouver des rongeurs plus anciens que ceux qui sont connus en Asie et en Afrique. Et effectivement, depuis, des rongeurs plus anciens ont été découverts en Afrique. Ils sont bien ceux qu'on s'attendait à trouver à partir des résultats exposés dans ce diagramme-là. Alors, petite histoire, comment les rongeurs ont pu arriver? Alors, je ne dis pas que c'est comment ils sont arrivés, mais c'est une des possibilités pour expliquer l'arrivée de ces rongeurs en Amérique du Sud. Vous avez ici une reconstitution de la géographie de la Terre et des mers il y a 40 millions d'années. L'Amérique du Sud est, comme je vous le disais tout à l'heure, complètement isolée. Et Contamana est là. Les points rouges correspondent aux gisements anciens dans lesquels on trouve des rongeurs similaires en Amérique du Sud. Les points noirs, des rongeurs apparentés en Afrique. Et les points bleus et verts, des rongeurs plus éloignés, en termes de degré d'apparentement, en Asie. Et quand on schématise les relations de parenté, beaucoup plus simplement que sur le schéma précédent, on s'aperçoit ici qu'on a ce qu'on appelle la racine, c'est-à-dire l'ancêtre de tous, qui est très probablement en Asie, avec une première phase de dispersion à la fois interne à l'Asie et vers l'Afrique, une deuxième phase de dispersion vers l'Afrique, et ce sont là les cousins germains des rongeurs sud-américains qu'on va retrouver représentés ici avec les chinchillas, les cochons d'Inde ou les capybaras, tous étant des caviomorphes. Alors comment peut s'expliquer ce degré de parenté entre Afrique et Amérique du Sud, alors que les deux continents sont bel et bien séparés, déjà à l'époque? Eh bien, ils sont séparés, mais pas tant que ça. L'océan Atlantique n'est large que de 700 à 800 km à l'époque. Et, d'après les reconstitutions que font les océanographes et les paléo-océanographes, les courants, la circulation des courants océaniques était à peu près similaire à celle qu'on connaît aujourd'hui, déjà avec des courants dominants au niveau de l'équateur, allant depuis l'Afrique vers l'Amérique du Sud. Ce qui faciliterait une dispersion par l'eau. Alors par l'eau, via des radeaux naturels de fortune, dont on n'a évidemment pas retrouvé trace, donc ça reste hypothétique. Mais des collègues ont également modélisé les durées de traversée à la mauvaise saison, à la meilleure saison, avec vent dominant, avec les courants dominants. Et la solution optimale fait état d'à peu près une semaine de transat, en solitaire ou plutôt en équipage. Puisqu'évidemment, pour pérenniser une population et coloniser un continent, il vaut mieux être en équipage qu'en solitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là où ça se complique, ou alors là où ça s'éclaircit, c'est qu'on retrouve strictement le même schéma de parenté et de dispersion pour les primates. Les primates qui sont aujourd'hui très diversifiés en Amérique du Sud. Et ces primates sud-américains
ils ont des cousins directs africains et des cousins plus éloignés asiatiques. Et le pire, c'est qu'on les retrouve dans les mêmes gisements que les rongeurs. Donc à imaginer un prix de gros pour une croisière transatlantique en groupe, avec une arrivée, c'est pas des croisières Costa, tout ça. Et effectivement, une découverte très récente, puisqu'elle est de 2015, cette découverte à Santa Rosa fait état de la reconnaissance, l'identification d'un singe. Alors il est connu essentiellement par cette dent-là. Cette dent-là. Cette dent-là, elle est extrêmement proche morphologiquement d'une autre dent qui a été décrite, elle, en Afrique du Nord, en Libye, dans le gisement de Dura el Tala, dans des terrains de la fin de l'Éocène, donc à peu près 37-38 millions d'années. Le gisement amazonien ayant à peu près le même âge. Et donc, à dents similaires, parenté probable, si ces animaux sont des proches parents, il y a de fortes chances que la dispersion depuis l'Afrique vers l'Amérique du Sud ait effectivement eu lieu dans cette gamme d'âge-là et de la manière que j'expliquais tout à l'heure. On espère qu'ils vont en découvrir d'autres et on espère aussi nous-mêmes en découvrir d'autres. Des restes de primates qui permettent d'éclaircir cette énigme. Et justement, ici, voilà une façon complètement à contre-pied pour trouver des fossiles. D'habitude, quand on trouve des fossiles, on trouve un gisement et on va passer 1 an, 2 ans, 3 ans à essayer de le dater. Comme ce que Philippe Munch s'attache à nous faire depuis plusieurs années maintenant. On trouve les fossiles, on essaie de les dater. Ben là, on a pris le contre-pied. On a trouvé une cendre volcanique. Facile à dater. On l'a fait dater. On voit qu'elle a 26,5 millions d'années. Et on se dit, bon, ça c'est vachement intéressant, 26 millions d'années. C'est l'âge des plus anciens primates sud-américains, qu'on appelle les platyrrhiniens, connus. On la date en 2011, on repart sur le terrain en 2012, et en 2012, on a dit, bah, c'est pas compliqué, on a la cendre là, on part de la cendre, et on s'éloigne, et on va essayer de trouver un gisement. Voilà le gisement. Il est là. Alors en haut, c'est les collègues, et en bas, c'est le gisement. C'est moche, hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons le trouver, celui-là. Parce qu'on a donné des mauvaises coordonnées GPS sur les papiers. Enfin, approximative. On est confiant en l'être humain, mais pas trop dans nos collègues. Et donc vous avez ici ce petit îlot, qui est un îlot qui est exploité juste pour, comme ça, pour vérifier s'il n'y a pas des fossiles dedans. Eh ben, les 40 premiers kilos nous ont livré une dent de primate, voire 2 après 400 kilos supplémentaires. C'est à ce jour le plus ancien singe typique d'Amérique du Sud, connu. Il a 26,5 millions d'années et il s'appelle Kaanani-Miko, le petit singe des Canaan. C'est Laurent qui l'a décrit, le papier est accepté, il est sous presse même. Voilà. Et grâce à des méthodes notamment développées ici à Montpellier, on peut presque savoir quel était le régime alimentaire de ce singe-là, qui est connu, je vous le rappelle, uniquement par 1,5 dents. Mais quand on observe au microscope la surface de l'émail et de la dentine, la surface de ces dents, on s'aperçoit qu'il y a à la fois des rayures, des stries, et des petites ponctuations qui correspondent à l'abrasion faite par le bol alimentaire, par la nourriture, lors des derniers repas. C'est un peu la scène de ce singe-là. Et quand on regarde le diagramme et qu'on l'interprète, globalement, on peut se dire qu'il mangeait, c'est un mangeur mixte, de fruits et d'objets durs. Alors par objet dur, il faut comprendre des graines qui sont dures, des fruits à coque. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on peut dire de ce singe-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand on couple les données avec donc ce singe-là, qui était probablement arboricole comme tous les platyrrhiniens, avec les données obtenues par ailleurs, les rongeurs, les raies, tous les poissons en général, les serpents
et tout ce qu'on trouve d'autre, les marsupiaux, on sait qu'on a déjà à l'époque une forêt tropicale humide. Et les sédiments, eux, nous indiquent qu'on était dans un milieu fluviatile. Donc déjà avec quelque chose qui ressemblait à un fleuve tropical, avec des méandres, donc très peu de relief. On a plusieurs gisements, et on a des gisements qui correspondent à une dynamique vraiment typiquement fluviatile, dans un fleuve, dans le lit majeur du fleuve, et d'autres, comme on le voit à droite avec CTA32, qui correspond avec cette forme de fer à cheval, à ce qu'on appelle un oxbow lake, un lac de méandres morts. Donc là, il n'y a pas du tout de courant, et il ne fait pas bon s'y baigner parce que ça pullule de piranhas, qu'on a retrouvé à l'état fossile. Alors au Miocène maintenant. Promis, c'est bientôt fini. Au Miocène, donc on remonte, là on n'est plus à 26 millions d'années, mais on est entre 18 et 12 millions d'années, dans ce qui est finalement le mieux connu du registre fossile amazonien. Alors là, dans le Miocène, c'est ce par quoi on a commencé, parce que c'était plus facile. Pour prendre la température de la prospection en Amazonie, on est allé fouiller dans des terrains Miocènes, prospecter d'abord, et puis fouiller, comme vous le voyez ici, avec des collègues péruviens, Rodolfo Salas, qui a une dent de requin autour du cou, et un bandana, qui est conservateur au musée d'histoire naturelle de Lima, et, accessoirement, mais pas tant que ça, docteur de l'université de Montpellier en paléontologie. Rodolfo, c'est le fer de lance de la paléontologie au Pérou, c'est un puits de savoir. Et il est accompagné sur cette photo du conservateur de l'American Museum, John Flynn, à New York, et d'Anjali Goswami, qui est paléontologue à Londres maintenant, même si elle est native de Détroit, aux États-Unis. Et là, ils sont dans un tas de boue, sur un tas de boue, en train de fouiller une masse informe, qui, quand elle est dégagée, donne ceci. C'est un crâne complet d'un animal éteint, qui s'appelle l'astrapotère, la bête éclair. Cet astrapotère, c'était un mammifère à sabots, très bizarre. Il n'y a plus de représentant actuel, donc chaque fois qu'il n'y a pas de représentant actuel, un bestiau il est bizarre, de fait. Vous n'avez pas grandi avec, donc il est bizarre. Pour nous, c'est pas bizarre, il est très beau. Nous, on a grandi avec. Enfin, avec les illustrations, en tout cas. Et donc, cet astrapotère-là, c'est un animal qui faisait 1 à 3 tonnes. Les femelles faisaient à peu près 1 tonne 5, et les mâles de 2 à 3 tonnes. Et là, vous avez un crâne de femelle, c'est-à-dire que les incisives, les canines, pardon, ne sont grandes que d'une vingtaine de centimètres. Les mâles, c'est 70 à 80 centimètres. C'est beaucoup plus gros. Alors, on le sait parce qu'on a trouvé la femelle, et à 500 mètres de là, on a trouvé le mâle. Donc, c'est un astrapotère. Et puis, parmi les grosses surprises, on allait chercher du vertébré, pour rien vous cacher. Et parmi les surprises, dès la première année, en 2004, quand on a travaillé du côté d'Iquitos, si quelqu'un est allé en Amazonie, il connaît nécessairement Iquitos, c'est sur l'Amazone. Et sur les berges même de l'Amazone, on a trouvé cette espèce de morceau, là encore informe, très léger, qui ressemblait à du plastique. Donc le premier réflexe, ça a été, c'est un morceau de plastique brûlé laissé par un bateau. Et puis, le réflexe du naturaliste a fait que, on a regardé, comme le fait là Dario De Franceschi, ici, un collègue paléobotaniste, et qu'en regardant à travers, en regardant le soleil, à travers de ce bloc-là, on s'est aperçu que c'était de l'ambre. Donc c'est de l'ambre fossile. Cet ambre provient d'un seul niveau qui est là. C'est l'Amazone qu'on voit ici. Donc vous voyez. Et évidemment, quand on est fan de Jurassic Park, le premier réflexe qu'on a quand on trouve de l'ambre, c'est pas « Oh, je suis chouette, je vais me faire un collier ». C'est « Ah, dans de l'ambre, on est susceptible de trouver des insectes ». Et figurez-vous que des insectes en Amazonie, il y en a beaucoup aujourd'hui. On est bien placé pour le savoir. Mais il n'y en avait aucun de connu à l'état fossile. Et cette découverte complètement fortuite, banale finalement, elle a conduit à la description, à l'identification de ce qui est aujourd'hui encore les seuls insectes fossiles connus en Amazonie. Alors là, vous avez une petite mouche, vous avez un chironome, un cousin des moustiques,
Et puis on a trouvé tout un tas d'autres insectes. Alors à chaque fois qu'on trouve un insecte dans cet ambre-là, c'est une autre espèce, par rapport à ce qui était déjà connu dans les autres blocs. Le volume d'ambres fossilifères en Amazonie, c'est équivalent à une petite boîte d'allumettes, et on a 80 espèces dedans. Donc ça laisse supposer une très très grande diversité. On a à la fois des insectes, on a des acariens, on a du pollen, des spores, des champignons, des algues. On a des fragments de paillettes d'ailes de papillons aussi. Voilà, les chironomes. Et dans la même région, donc, les dépôts sont très très riches en lignite, en matière organique végétale. Et les lignites ont un pH extrêmement bas, extrêmement réduit, donc c'est très très acide. Ça, quand vous allez en Amazonie, si vous travaillez dans des lignites, vous travaillez avec des chaussures très solides, vous revenez, un mois après, les coutures lâchent. C'est parce que les acides humiques et tout ce qui est dans les lignites ont attaqué vos chaussures et les coutures. Eh bien, ça a un intérêt en termes de fossilisation, c'est que vous vous retrouvez avec un registre totalement inattendu là encore, ce sont des foraminifères. Les foraminifères, ce sont des organismes marins unicellulaires qui sont composés essentiellement d'un squelette minéralisé. Alors évidemment, si vous mettez un squelette minéralisé dans de l'acide, il n'y a plus le squelette minéralisé. Mais si les conditions sont bonnes, et c'est le cas dans des lignites, vous conservez la partie organique de ces foraminifères. Ce qu'en anglais on appelle l'organic lining, pas de terme français à ma connaissance. Et ça, c'est conservé dans les sédiments miocènes d'Amazonie. Alors c'est une preuve qu'il y avait des foraminifères, donc vraisemblablement une influence marine, ce qui est également confirmé par la présence de dinoflagellés, d'autres organismes marins, des micro-organismes marins. Et ça, c'est confirmé aussi, la présence d'une mer en Amazonie, il y a 12 ou 13 millions d'années, c'est confirmé par la découverte d'un couteau à huître. La découverte d'huîtres que vous voyez ici, avec une échelle qui est le couteau à huître. Le couteau à huître, c'est l'essence même de l'outil du paléontologue. Le paléontologue n'a pas d'outils dédiés, il détourne les outils, principalement à partir d'outils culinaires, dont le couteau à huître. Cet outil qui est là, ce couteau à huître vous donne une échelle. Cette échelle vous montre que les huîtres, là, sont de la taille des huîtres actuelles, qui appartiennent au genre Crassostrea. Et ce sont d'ailleurs des représentants de Crassostrea, dont les plus proches représentants actuels sont connus dans le lac Maracaibo, du côté du rivage du lac Maracaibo, au Venezuela. Et donc on a manifestement, là on a vraiment des amoncellements d'huîtres en place, avec les deux valves encore en place, sur des centaines de mètres de long, et qui proviennent d'une toute petite zone, toujours à Contamana. Ces huîtres-là, quand on les ouvre délicatement, au couteau à huître, on peut prélever le sédiment qui est à l'intérieur, qui n'a pas bougé depuis 12 millions d'années, et ce sédiment-là, il contient des foraminifères, des dinoflagellés, organismes marins. Donc on a des huîtres marines avec à l'intérieur des organismes marins. Logique en somme. Et quand on étudie les sédiments qui contiennent ces huîtres ou d'autres organismes, on se retrouve avec, je vais vous la faire courte parce que c'est très technique là, on se retrouve avec des sédiments qui sont extrêmement proches quant à leur signature des sédiments qu'on trouve aujourd'hui encore au Mont Saint-Michel ou au Japon. Ce sont des sédiments qui enregistrent une dynamique de marée, ce qu'on appelle des tidalites. Et ces sédiments-là prouvent, indépendamment des huîtres et des foraminifères, qu'il y avait la mer, qu'on est près du rivage et qu'il y a une dynamique de marée. Pour qu'il y ait une dynamique de marée, on n'a pas de marée dans le Salagou. Il faut qu'il y ait un contact et une connexion franche avec l'océan. Vous savez que la dynamique de marée qu'on a dans la Méditerranée, elle est très très faible. On enregistre très mal des tidalites en Méditerranée. Donc il faut vraiment qu'il y ait une connexion franche avec l'océan. Alors, voilà une reconstitution possible de ce qu'on appelle la mer Pebas, du nom d'un village, un des plus anciens villages d'Amazonie, le village de Pebas, au Pérou.
Ce système de P-Bass, il a souvent été représenté, alors c'est très controversé, ce système P-Bass, il correspond à une vaste dépression qui existait à l'époque et qui, pendant les moments de haut niveau marin global, s'est retrouvé complètement ennoyé par des eaux marines et avec tous les organismes à l'intérieur. Organismes dont les huîtres ou les foraminifères. On peut préférer à cette représentation une représentation peut-être plus plausible, qui est une représentation qui tient lieu d'une orographie, donc d'un relief, avec des reliefs émergents, des zones terrestres, avec un mini réseau fluviatile, comme on le retrouve aujourd'hui dans une région qui s'appelle le Pantanal. C'est la zone qui est en vert clair sur la carte qui est là. Alors le Pantanal, c'est une zone qui est humide avec des îlots de végétation seulement pendant la saison humide. Pendant la saison sèche, ce sont des lagons ou des lacs circulaires dans une mer de forêt. C'est là que s'arrête l'analogie avec le fossile, avec la mer fossile, puisqu'on pense que ce n'était pas à l'échelle des saisons, mais à l'échelle de millénaires ou de centaines de milliers d'années que les îles ont perduré. Et on peut donc préférer à la représentation précédente celle-ci. Alors, l'échelle des îlots est évidemment complètement fantaisiste, mais il est probable qu'on avait affaire à des écosystèmes qui se développaient de manière plus ou moins indépendante sur des îlots, des îles. Ces îles ayant un alignement correspondant à la structuration des Andes, puisque ça correspond à la propagation des plis andins au fil de leur développement. Et vous pouvez imaginer chacun de ces îlots comme étant une île au sein d'un archipel, avec tout ce que cette configuration-là peut avoir comme incidence sur la biodiversité et notamment sur la formation d'espèces, puisqu'on va avoir un isolement géographique et donc un isolement reproductif pendant des centaines de milliers d'années, peut-être même des millions d'années. Ça, c'est une vision qu'on a, qui est assez plausible à nos yeux, de l'Amazonie occidentale pendant le Miocène, entre 15 et 10 millions d'années. Dans cette Amazonie, qui était déjà florissante à l'époque, cette proto-Amazonie, ce domaine P-Bass, on a retrouvé énormément de restes de crocodiles. Crocodiles qui ont fait le bonheur de Rodolfo Salas Rismondi, qui a présenté sa thèse sur les crocodiles d'Amazonie. Là, vous avez la première découverte d'un crâne d'un gavial, un crocodile mangeur de poissons, comme on en connaît aujourd'hui dans le Gange. Voilà les gavials du Gange aujourd'hui. Ces gavials, ils sont connus par plusieurs crânes, par plusieurs mandibules. Ils sont très particuliers. Et ils ont été publiés la semaine dernière par Rodolfo et ses collègues. Et ils portent le joli nom de Gryposuchus pachacamue. Alors Pachacamue, c'est le nom d'une légende. C'est un personnage légendaire dans les Andes. Et ça veut dire le raconteur d'histoire. Ça a été dédié à Pachacamue parce que ce gavial permet de raconter une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire de convergence entre la morphologie des gavials fluviatiles du Gange aujourd'hui et les gavials fluviatiles aussi d'Amazonie, connus seulement à l'état fossile. Donc sur ce schéma-là, vous avez le temps qui est en vertical, en échelle verticale. Globalement, les relations de parenté des gavials, à l'échelle globale, indiquent une origine marine. Et, indépendamment, autant en Amérique du Sud qu'en Asie, certains se sont adaptés à la vie dans les fleuves. Et ils vont avoir, indépendamment d'une histoire commune, des adaptations de leur squelette, et en particulier de leur crâne, et du télescopage de leur orbite, qui font l'objet de cet article-là. En dehors de ce gavial, il y avait toute une diversité inédite de crocodiles. Cette diversité,
elle va jusqu'à 7 espèces associées dans le même petit point d'eau. C'est complètement inédit, avec une diversité de formes de crâne complètement inusitée également à l'échelle globale et à l'échelle de tous les temps géologiques. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, le nuage gris, c'est la diversité, la disparité couverte par les crânes de crocodiles de ce seul gisement. Et tous les autres points, c'est à l'échelle des crocodiles sur les 150 derniers millions d'années. Donc vous voyez que sur un seul point en Amazonie, on a pratiquement toute la diversité morphologique qu'on a pu connaître sur les 150 derniers millions d'années. Parmi eux, vous avez probablement le plus surprenant d'entre eux, qui s'appelle Gnatusuchus, c'est-à-dire le crocodile bulldog, crocodile au nez ramassé. Vous comprenez pourquoi, hein? Ce Gnatusuchus, il est connu dans l'environnement de Pébas, et il a plusieurs particularités. Il a un bec de canard, quasiment. Il a des dents globuleuses, ce qui n'est pas vraiment l'apanage des caïmans habituellement. Et il a quelque chose de très mammifère, très mammalien, ça s'appelle un diastème. Le diastème, c'est une zone dans laquelle on n'a pas de dents. Chez les crocodiles, ça n'existe pas. Ça, c'est par exemple, le diastème, c'est ce qui nous permet de monter des chevaux. C'est là où on place le mors. Alors de là, imaginez que Gnatusuchus était une monture. Non, bien évidemment. Ce qu'on pense plutôt, c'est que ce crocodile-là, ce caïman, qui avait des dents globuleuses, il pouvait perdre des dents à force de se briser les dents et de s'abîmer les mâchoires et les gencives, la pulpe, contre sa nourriture. Et effectivement, la découverte et la description de ce crocodile-là a permis de mettre fin à une énigme de pratiquement un siècle, qui était la présence de traces de prédation manifestes sur des coquillages. Alors les coquillages, il y en a de très nombreux dans le domaine Pébas, et ces empreintes, qui étaient manifestement des empreintes de dents, initialement étaient considérées comme ayant été faites par des poissons. Le problème est que ces coquillages vivaient dans le fond de marécages complètement anoxiques, pas d'oxygène ou presque. Ce qui rend très peu probable la survie de poissons. Et donc, on ne savait pas du tout ce qu'avaient pu faire ces empreintes-là. Et quand on compare la trace que pourraient laisser des empreintes, des dents globuleuses de ces crocodiles-là qui pullulaient sur des coquillages, en fait, ça correspond parfaitement. Et non seulement on avait Gnatusuchus, avec jusqu'à 88% des coquillages prélevés qui portent des traces de ces morsures-là, mais en plus, on avait 2 autres caïmans associés qui eux aussi avaient des dents globuleuses, qui eux aussi avaient une petite taille, et qui sont représentés ici. Un a la particularité supplémentaire d'avoir les dents inférieures qui traversaient le toit crânien. Alors, pas au niveau du cerveau, évidemment. Bien évidemment, cette mer Pébas, elle a probablement laissé des traces, y compris dans la biodiversité actuelle, comme vous pouvez le voir ici, avec le dauphin rose. Ce dauphin rose existe vraiment, il n'est pas l'effet visuel d'une prise d'alcool trop importante, même en Amazonie. On peut aussi tester d'autres produits en Amazonie. Ce dauphin rose existe vraiment, et ce dauphin rose, il est apparenté, très probablement, à des formes marines. Et ce qu'on suppose, c'est que ces dauphins sont entrés en Amazonie lorsque c'était une mer, ou une zone d'influence marine, et ils ont pu s'y adapter, et rester une fois l'eau dessalée, est devenue purement fluviatile dans le bassin amazonien actuel. C'est le cas également des raies d'eau douce qu'on y trouve et des poissons aiguilles ou des anchois qu'on trouve en Amazonie. On arrive très près de la fin de l'histoire avec l'émergence de l'Amazonie actuelle. Et effectivement, pour parler vraiment d'Amazonie, encore faut-il qu'il y ait l'Amazone.
si vous réfléchissez bien, dans tout ce que je viens de vous dire, je n'ai pas une fois parlé de l'Amazone en tant que paysage, en tant que réseau fluviatile. Le réseau fluviatile, incluant l'Amazone, en Amazonie, il est né seulement il y a 10 millions d'années, après une pulsation majeure des Andes. Les Andes se sont soulevées brutalement il y a une dizaine de millions d'années, comme on peut le voir par l'intermédiaire de sédiments qui ont enregistré des séismes majeurs, ce qu'on appelle des sismites, qu'on va trouver tout le long des Andes et même jusqu'en Amazonie. Et c'est donc à 10 millions d'années que naît le réseau hydrographique de ce fleuve géant qu'est l'Amazone. Ce réseau hydrographique va sonner le glas de la mer Paix basse et de pratiquement tous les organismes qu'on y trouvait. La dernière étape, et celle-ci, c'est une étape très importante en tout cas pour la biodiversité amazonienne et sud-américaine en général, actuelle, puisqu'il faut attendre 3 à 4 millions d'années pour que le détroit de Panama, cette zone marine entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, ce détroit de Panama ne vienne se sceller et former l'isthme de Panama, permettant dès cette époque-là le passage massif des formes terrestres depuis l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Alors, je ne vais pas vous parler des migrants sud-américains qui vont en Amérique du Nord, mais juste restreint dans mon propos aux migrants nord-américains qui sont arrivés au sud par l'intermédiaire de ce corridor tout nouveau. Parmi eux, vous reconnaissez certaines formes qui font aujourd'hui le gros du bestiaire amazonien et du bestiaire sud-américain, avec les camélidés, lamas, vigognes, alpagas. Ils sont nord-américains d'origine. Les tapirs, nord-américains. Les pécaris, nord-américains. Les jaguars, nord-américains. Et puis des formes éteintes. Le smilodon, tigre à dents de sabre, nord-américain. Les mastodontes, ici. Donc des cousins des éléphants en 4 défenses. Et puis de très nombreuses formes, comme les rongeurs, avec les écureuils, et puis des cousins des rats et des souris, chers à Pierre-Henri, qui sont tous nord-américains d'origine. Et donc aujourd'hui, quand on regarde l'image d'Épinal de l'Amazonie, avec un tapir, un pécari, en train de se faire attaquer par un jaguar, en fait tout ça, ça n'a rien d'amazonien. Ce sont des formes qui sont nord-américaines et depuis éteintes en Amérique du Nord et qui ne survivent plus qu'en Amérique du Sud. Donc ne vous fiez pas aux apparences, elles sont souvent trompeuses en termes d'évolution, en termes de dynamique, quand on se fie seulement aux peuplements actuels. C'est l'un des intérêts majeurs de la paléontologie, j'espère que ce n'est pas le seul. Je vous remercie. Il y a enfin bon, ça m'a beaucoup intéressé en général, mais il y a une chose qui m'a frappé, c'est cette fameuse lacune après le Viviane, là. Elle est à peu près de la même durée, tout à fait au sud dans le Madre de Dios, que tout à fait au nord, dans le coin de San Martín. C'est quand même intéressant, puisque grosso modo, enfin bon, il y a forcément une immersion. De quelle durée, on n'en sait rien, entre 2 épisodes marins, et elle s'étend, donc, enfin bon, il n'y a pas de point intermédiaire, mais enfin elle s'étend quand même sur au moins 1500 km. Donc ça pourrait faire penser qu'on soulève toute cette zone, et puis ensuite toute cette zone redescend sous le niveau marin. D'un point de vue tectonique, c'est assez intéressant. Effectivement, c'est une des hypothèses qui sont en cours, mais pour tempérer un peu vos propos, on y travaille dans la région de San Martín, et en particulier à Jujuy, et depuis l'an dernier, dans des niveaux qui sont censés être seulement éocènes, seulement dans la formation Yahuarango. Et il se trouve que l'an dernier, on a travaillé de manière un peu plus détaillée que d'habitude. On a trouvé des terrains du Maastrichtien, donc 70 millions d'années, 67 millions d'années,
mais on a probablement des terrains du Danien, Paléocène inférieur. On a des terrains très probablement du Tanécien aussi, Paléocène supérieur, et au-dessus, l'Éocène. Donc on y retourne cette année pour vérifier l'absence de cette lacune qui est par ailleurs massive dans tout le reste de la chaîne andine et du domaine subandin, depuis le sud de la Bolivie jusqu'à l'équateur. Et effectivement, du côté de Bagua, on ne l'a pas, du côté du Madre de Dios, on ne l'a pas, du côté de Cusco, on ne l'a pas non plus. Mais là, c'est probablement le seul endroit où on est en mesure d'imaginer, trouver une continuité de ce registre, qui est complètement inédit à l'échelle du bassin amazonien ou proto-amazonien. Bonsoir, une question relative à la dispersion des, je crois que c'est le marsupial, que l'on retrouve en Asie, en Afrique et en Amazonie. Vous avez fait la supposition ou l'hypothèse que d'une branche commune, il y a eu cette dispersion. Mais comment expliquer que cette dispersion ne soit pas limitée, par exemple, à la côte occidentale de l'Amazonie, alors qu'on la retrouve très profondément, c'est-à-dire sur la côte est pratiquement de l'Amazonie. De la même manière, en Afrique du Nord, très haut, alors qu'il me semble qu'en Asie, elle est beaucoup plus proche d'une pénétration. Alors, vous devez probablement parler des rongeurs, plutôt. Ces rongeurs-là, l'hypothèse de leur dispersion, elle est implicite à partir des relations de parenté. C'est-à-dire que les relations de parenté, elles sont indépendantes de la position géographique des espèces qui sont étudiées. On retrouve des formes apparentées qui sont à la fois en Afrique et en Amérique du Nord et beaucoup plus éloignées, apparentés à l'ensemble sud-américain et africain, les formes asiatiques. Donc ça plaide pour un ancêtre commun, soit sud-américain, soit africain. Étant donné que l'ancêtre commun de tout est asiatique, on suppose plutôt qu'on a eu un ancêtre de tout le groupe qui est asiatique. Alors ça ne correspond pas à la géographie actuelle, ça ne correspond pas peut-être pas à la paléogéographie, à la géographie de l'époque. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que les côtes ont bougé, le niveau de l'océan global change, c'est un phénomène qu'on appelle l'eustatisme, et à certains moments, les continents peuvent être en contact, il y a des ponts continentaux qui n'existent plus aujourd'hui, sous le seul effet des montées et des descentes de l'océan global, auxquels vont s'ajouter les effets de la tectonique. Et la tectonique va, elle aussi, la tectonique, c'est les chocs des masses continentales notamment, qui peuvent, une fois, quand on implique à la fois la tectonique et le statisme, générer des changements de géographie très brutaux et parfois qui ne laissent aucune trace. Donc là, on est obligé de faire des hypothèses sur des géographies qui n'existent plus, à partir d'animaux qui n'existent plus non plus. On n'a aucune preuve, mais on construit des raisonnements qui sont des raisonnements hypothético-déductifs. On a des hypothèses et des déductions qui en découlent. On ne peut pas dire mieux, c'est plausible. Parmi toutes les hypothèses qui ont été proposées, c'est la plus économe, la plus économique. D'autres hypothèses font état de dispersion par le nord de l'Asie, Bering, l'Amérique du Nord, et un passage par Panama qui n'existait pas. Donc ça met en jeu de très nombreuses dispersions de masse continentale à d'autres masses continentales par des zones marines, sachant que si ces dispersions avaient eu lieu par l'Asie du Nord, l'Amérique du Nord, on peut imaginer qu'elles auraient donné lieu à un registre fossile, ce qui n'est pas le cas. Hypothèse alternative, par un chapelet d'îles aujourd'hui submergées, les Kerguelen et d'autres zones. D'ailleurs, Laurent Marivaux est allé dans le coin pour aller faire des missions pour essayer de trouver du registre fossile. Et par l'Antarctique. Par l'Antarctique, pourquoi pas? Afrique du Sud, Antarctique et remonter par la Patagonie. Le problème est qu'en Antarctique, le registre fossile existe, et en particulier pour des terrains aussi anciens,
Et les collègues chiliens, argentins notamment, y travaillent très bien, malgré les conditions qui ne sont pas les mêmes qu'en Amazonie, mais qui sont tout aussi difficiles. Et ils n'ont pas trouvé de rongeurs, ils n'ont pas trouvé de ces formes apparentées, ni de primates, qui seraient susceptibles d'expliquer, de trouver une voie alternative, de prouver une voie alternative. En tant que paléontologue, on fait avec ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Et on change effectivement notre fusil d'épaule si les données supplémentaires qui sont acquises au cours du temps permettent de soutenir de nouvelles hypothèses. Mais tant qu'on n'a rien pour soutenir ces nouvelles hypothèses, on reste avec les hypothèses les plus économes, ce qu'on appelle la parcimonie. Bonsoir. J'aimerais savoir comment vous expliquez le fait que les animaux nord-américains qui ont migré vers le sud se sont ensuite éteints en Amérique du Nord. Est-ce à cause des migrants sud-américains qui ont fait de la compétition et qui ont gagné, ou c'est une autre cause? C'est une très bonne question. Mais parmi les migrants sud-américains qui sont arrivés en Amérique du Nord, on a par exemple les tatous. C'est des concurrents écologiques de pas grand monde. Ils sont plutôt cool. Hein, Lionel? Ils sont cool, non, les tatous? Il y a des glyptodons. C'est comme des tatous géants. D'ailleurs, c'est des tatous géants. Mais ils sont disparus aussi. Les disparitions, les compétitions, c'est quelque chose qui est très 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 difficile à caractériser. Surtout les causes des disparitions. La plupart du temps, ces causes de disparition, elles sont multiples. Et si c'est facile d'imaginer une compétition d'espèce à espèce, généralement, une espèce qui va coloniser un nouveau, ou arriver dans un nouvel environnement, un nouveau territoire, elle peut déjà s'éteindre avant même de l'avoir colonisé, auquel cas on n'en a pas de traces à l'état fossile. Mais elle peut aussi être très discrète. Elle va pas nécessairement entraîner, son apparition ne va pas nécessairement entraîner la disparition d'une masse d'autres espèces. En revanche, ce qui est susceptible de générer les disparitions à peu près synchrones de très nombreuses espèces, ce sont les changements environnementaux, tels que ceux qu'on a connus à l'échelle globale dans les 20 derniers milliers d'années. La plupart des espèces qu'on a vues, qui sont représentées dans ce diagramme-là, ce sont des espèces, en particulier les grosses espèces, qui ont subi de plein fouet la fin du dernier épisode glaciaire, il y a une douzaine de milliers d'années, et dont la démographie était déjà très très vacillante à l'époque. Et depuis, ils ont disparu. Alors on a souvent mis l'homme au milieu de l'équation, parce que c'est les hommes qui en parlent. On est très très, pour nous, c'est très difficile d'être en dehors de l'équation. Mais en gros, on ne sait pas exactement. Ce qu'on a souvent estimé, c'est que les migrants nord-américains étaient arrivés en Amérique du Sud et avaient fait s'éteindre toutes les formes sud-américaines. Alors, le groupe que je connais le mieux, ce sont les mammifères à sabots, les ongulés. Et les ongulés sud-américains, ils se sont éteints, pour les premiers, il y a 50 millions d'années. C'est les xénongulés. Donc 45 millions d'années avant l'arrivée massive des autres. Ils étaient extrêmement intuitifs. D'autres sont les pyrothères. Ils se sont éteints il y a 25 millions d'années. 20 millions d'années avant l'arrivée des autres. Et puis, les astrapothères se sont éteints il y a 12 ou 13 millions d'années. 12 millions d'années. Bien avant l'arrivée massive. Mais à la fin de l'épisode correspondant à l'optimum climatique du Miocène moyen. Ça, c'est beaucoup plus plausible. Ils étaient dans le système P-Basse. Et dans ces zones-là, ils n'ont pas survécu à la fin du système P-Basse. Nulle part. Et les derniers, ce sont les lithoptères et les toxodontes, les notongulés. Et eux, ils ont disparu il y a 5000 ans. C'est-à-dire 3 millions d'années et demie après l'arrivée des autres. Donc ils ont très très bien survécu. Et c'est les derniers millions d'années qui leur ont été... qui ont donné le coup de grâce. Donc ça, il faut vraiment faire attention. C'est ce qu'on apprend dans les livres, hein, que l'arrivée massive des mammifères nord-américains en Amérique du Sud a contribué ou a généré la disparition des formes sud-américaines. À mon avis, ça ne tient pas la route. Mais
on va essayer de trouver des fossiles en Amazonie dans cette période-là, entre 4 millions d'années et quelques milliers d'années, parce qu'il y en a très peu. Et si on arrive à en trouver, peut-être que j'aurai un autre discours, ou en tout cas, j'espère, des données pour soutenir ce discours. Mais on en reparlera en L2. Alors, dans une des vues que vous avez projetées, là, on voit comme une dérive des continents entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, que bon, on pouvait imaginer, mais sur le plan réel, est-ce que cette séparation du continent entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, il y a un grossissement de la Terre, enfin de la sphère Terre elle-même? Comment on peut imaginer que tout ça se remplisse d'eau? Est-ce qu'elle était dans des conditions beaucoup plus réduites avant cette existence? Et ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que vous préconisez? Enfin, que s'est-il passé, chef? En fait, on est juste dans un contexte qui s'appelle la tectonique des plaques. Oui. Et la tectonique des plaques, c'est au milieu des océans, et en particulier de l'océan Atlantique, les plaques se séparent au niveau d'une zone qui est maintenant très bien connue, qu'on appelle les dorsales océaniques, dans lesquelles on a du plancher océanique qui se crée au quotidien. Donc, ces zones s'écartent, évidemment. Comme le volume, pour répondre à la fin de votre question, de la Terre reste globalement constant, on a des zones où on va avoir une collision. Ces collisions sont en particulier visibles en Amérique du Sud. Ça s'appelle une subduction. On a une plaque qui passe sous l'autre. Cette plaque, c'est la plaque Pacifique, ou la plaque Nazca, qui passe sous l'Amérique du Sud, ce qui génère les Andes. La cicatrice, c'est les Andes. Et en fait, on a un volume constant, et tout le volume qui est généré d'un côté, est réduit de l'autre, passe sous le tapis. Et donc ça, c'est un moteur interne à la Terre. C'est la géodynamique interne qui l'explique. C'est des mouvements de convection à l'intérieur de la Terre. Ça génère des volcans, ça génère des séismes comme en Équateur la semaine dernière. Et c'est ce mécanisme-là qui est très bien contraint du point de vue de l'âge, parce que ces planchers océaniques, on peut les dater aussi. Et on sait qu'ils s'écartent de manière très régulière. Et c'est ce qui nous permet de revenir, justement, de faire à rebours, de revenir à une géographie de cet océan beaucoup plus étroit, il y a 40 ou 50 millions d'années. Donc c'est vraiment pas une vue de l'esprit, c'est une réalité physique, géologique. Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a en Amérique du Sud, dans cette histoire, des exemples de la fameuse sélection naturelle? Alors, effectivement, on peut même reprendre le fil historique et considérer que l'Amérique du Sud est un endroit rêvé pour la sélection naturelle, puisque Charles Darwin y a passé beaucoup de temps, notamment quand il a voyagé sur le Beagle, et que ses observations, une partie des observations qu'il a accumulées pendant sa jeunesse, ont été faites en Amérique du Sud. Sur les formes actuelles, on connaît les pinsons des Galapagos, en particulier, mais aussi sur les formes fossiles. Et il est parmi les premiers à avoir rapporté en Europe des formes fossiles, et notamment des ongulés d'Amérique du Sud et des xénartres, donc des paresseux, et des tatous géants, des glyptodontes. Donc oui, la sélection naturelle, elle est tangible en Amérique du Sud, et je crois que ça fait pratiquement 2 siècles que les spécialistes, autant des formes actuelles que des formes fossiles, s'attachent à les étudier. Je crois qu'on va en rester là en vous remerciant beaucoup, Monsieur Antoine, de votre remarquable conférence. Merci beaucoup et à bientôt.